Salut Isabelle, Salut Eliott. comment ça va? Ben ça va bien et toi? Bah nickel, il fait beau, soleil, comme d'hab. T'as sorti tes petites lunettes roses, Bah oui, petit flamant rose. je vais pas les enlever quand même, je vois plus rien sinon sans. Bon Isabelle, aujourd'hui on va parler dropshipping, e-commerce, print on demand, et puis Ouais, de tout ce qui va autour de ça, qui sont tes spécialités. c'est tout ce que je kiffe. Ouais. Est-ce que déjà bah, tu peux te présenter? Je pense qu'il y a pas mal de gens qui te connaissent pas, puis après on rentrera un peu sur ton parcours et puis ce que tu fais. Ça marche. Bah, écoutez, moi c'est Isabelle Nguyen et je suis courtière en e-commerce. En tout cas, c'est comme ça que je suis connue. Grosso modo, ce que je fais, c'est que des vendeurs veulent vendre leur site internet. Ils cherchent quelqu'un pour leur trouver un acquéreur. Ils viennent me voir. J'audite le site pour voir si il me semble correct de le vendre. Et j'ai un réseau derrière d'investisseurs, d'acquéreurs qui attendent les pépites. Et voilà. Et de l'autre côté, j'ai une partie chasse au site. J'ai des gens qui viennent me voir avec des requêtes ultra spécifiques, du genre, voilà, j'ai une société de rotor de camions, est-ce que tu n'as pas un site à revente sur la thématique, ce genre de choses. Voilà, voilà, s'il fallait me présenter, courtière en e-commerce. D'accord, c'est pas quelque chose de très connu ou de très courant? Non, c'est un métier que j'ai inventé. Enfin, moi, je pensais l'inventer, mais en fait, il existe à l'étranger. En tout cas, il m'est tombé dessus un peu par hasard, parce que moi, à la base, je faisais de l'e-commerce, hein, du dropshipping. Et puis, j'étais sur tous les réseaux, j'ai aidé tout le monde, je me suis fait un petit peu connaître des gourous. Et bon, bah, un jour, un pote m'a dit, bon, tu peux pas m'aider à vendre mon site? J'ai fait un post sur Facebook et le produit est parti en 1 heure. Voilà, une petite vente à 5 chiffres en 1 heure avec un post Facebook. Mais moi, j'étais sur le cul, je pensais pas que c'était possible. Je sais même pas pourquoi j'ai dit oui. Mais j'ai trouvé ça rigolo de le tenter. Et c'est là que je me suis dit il y avait quelque chose à faire. Et en parallèle de ça, j'avais des histoires assez horribles. Enfin, de potes qui s'étaient fait arnaquer en rachetant des sites qui vendaient pas et je voulais moi-même racheter des sites et on trouvait pas en fait d'endroit sûr, sécurisé où on se disait bon bah voilà, on peut aller voir cet endroit et se dire que si on rachète le site, au moins il y a une personne humaine derrière qui a regardé et moi je pense que c'est vraiment ma plus-value en fait, comme je check, je valorise les sites et également il y a une dimension humaine. Je vais pas non plus vendre les boutiques à n'importe qui. Voilà. Voilà, il faut un certain background, il faut que je vérifie que tes neurones sont connectés, que tu as déjà un peu touché à Internet, que tu as le sens commercial et que surtout les notions basiques de marketing digital soient comprises, quoi, parce que tu peux pas revendre n'importe quoi. Enfin, finalement, un site à l'heure actuelle, il dépend beaucoup de la personne qui est derrière. Donc la personne qui reprend doit pouvoir assurer, quoi. Donc en Voilà. fait, t'audites autant le vendeur que l'acheteur, que le site web, que la Ouais. thématique, que tout ce qui va autour, quoi. D'accord. Ouais, bah franchement, je préfère refuser une vente à 200K qu'une vente qui va me sembler problématique. Tu vois, si l'acheteur m'a pas qualifié ou si le vendeur est complètement véreux, ça m'intéresse pas en fait. Ça m'intéresse pas. Moi, je veux vraiment une synergie et un combo gagnant, enfin un trio gagnant pour le coup. Et c'est le but de l'opération, quoi. Pas là pour, c'est pas le dropshipper qui va s'en mettre plein les fouilles et c'est pas je m'en bats les steaks et je vends tout et n'importe quoi. Parce qu'en réalité, c'est possible, tu vois. Tu peux m'apporter n'importe quel site et je trouverai de quoi le valoriser, de quoi le mettre en avant et te dire c'est de la pure bombe. Alors que c'est pas vrai, tu vois. Donc moi, je travaille pas comme ça. Dans l'éthique, tu achètes pour faire des thunes. Tu achètes pas pour la déco, quoi. Ouais. Mais aujourd'hui, tu veux acheter un site web, tu regardes des posts Facebook, y a pas de place de marché réel pour ça. J'en ai quelques-unes, mais c'est soit des shops qui valent rien, soit qui valent trop. Bah, c'est exactement ça. Bah, écoute, moi, à l'heure qu'il est, j'ai cette chance d'avoir une mini notoriété et le bouche à oreille qui se fait. Les gens sont contents de mes services, donc du coup, en fait, on vient me soumettre des boutiques. Et en plus, au fil du temps, les gens comprennent de mieux en mieux mes attentes. Et donc, j'ai de moins en moins de trucs horribles et merdiques qui me sont soumis et de meilleures et meilleures boutiques. Avant, au début de mon activité, on me prenait pour la poubelle, en fait, hein, si tu veux. Et donc il y a ça. Et pour l'activité de chasse, bah, au final, les sites que les gens recherchent ne sont pas forcément sur les marketplaces. Parfois, on me demande d'auditer des boutiques sur Shopify Exchange, par exemple,
pour aider à la négociation, surtout quand c'est en anglais ou dans une langue étrangère. Mais sinon, quand c'est des demandes ultra précises, là, je suis obligée d'aller contacter directement les sites, quoi. D'accord, ok. Et Voilà. donc, tu es arrivé là-dedans comment? Parce que avant cette étape, j'imagine que tu as fait du e-commerce, tu as vendu Mais oui, toi-même, tu as monté des sites. mais oui, mais oui, c'est comme ça que j'ai commencé. Moi, j'ai commencé en août 2017, après avoir lâché mon taf qui me faisait vraiment chier entre nous, hein. Mais c'était un taf très, 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 très intéressant, mais j'avais fait le tour du délire. Et j'ai fait du dropshipping, et j'étais spécialisée dropshipping AliExpress, Facebook Ads, à une époque où c'était carrément plus simple. Alors que bon, je regrette de pas connaître tout ce que je sais maintenant à l'époque, parce que j'aurais encore fait de meilleurs chiffres. Mais voilà, j'ai tenté beaucoup de choses. J'y suis pas arrivée de suite. J'ai fait des ventes, j'étais déficitaire, et j'ai mis beaucoup de temps. J'ai eu de la chance de rencontrer des mentors sur mon chemin. Je t'en ai parlé tout à l'heure, des gens incroyables, et c'est grâce à eux en fait que j'ai réussi à exploser. Moi, je fais partie des gens qui sont rentrés là-dedans avec les formations à l'époque, la grande époque des formations dropshipping, quand ça venait d'être lancé. Et le marketing digital, c'était vraiment pas, je connaissais rien, quoi. Je connaissais Tu rien. faisais quoi avant ton job qui était si barbant? C'était dans quelle branche? Il n'était pas si barbant, c'est moi qui suis une sale gosse. J'étais la directrice de collection cosmétique de Bershka. Donc en fait, j'étais chargée du développement et de la production des collections cosmétiques au sein du groupe Inditex. Et ce qui est en fait un dream job, hein, tu me diras, il y a plein de nanas qui rêveraient de faire ça. Et moi je l'ai fait, j'ai fait le tour, et voilà, quoi. Ok, donc tu te dis, bah, je vais essayer de vendre sur le web. En fait, ça a toujours été ça avait été ma bête noire. En 2008, j'avais une petite boutique eBay quand j'étais étudiante, et franchement, je gagnais bien ma vie. Et je l'ai arrêté parce que et c'était pas très chronophage, hein, franchement, c'était pas très chronophage, mais je l'ai arrêté parce que j'avais peur de payer des impôts. Tu sais, c'est vraiment le truc de petite jeune. Il fallait absolument que je finisse mes études. J'avais peur de payer des impôts, donc j'avais arrêté. Et c'était une erreur parce que franchement, te prendre 3000 balles par mois alors que tu es étudiant en Asie, 3000 euros, c'était quand même pas mal, tu vois. Et après, je suis partie dans le marketing produit. Et ma bête noire, c'était la communication. C'est-à-dire que je me suis fait enfler par des agences. C'était la partie que je ne maîtrisais pas. Et je me suis juré que plus jamais, après avoir lancé une collection de maquillage chez Sephora en Chine, après avoir lancé dans 30 pays dans le monde une autre gamme de produits, il y avait cette partie com que je ne maîtrisais pas, et je me suis dit plus jamais, plus jamais. Cette partie-là, il faut que je la maîtrise, il faut que ça rentre, et je me suis mise à fond, et je me suis prise de passion pour ça. Et à la limite, dans l'histoire du dropshipping, ce qui m'intéresse, c'est même plus le produit, quoi. C'est tout le process qu'il y a derrière, c'est la publicité, c'est le message, voilà. Ok, donc tu commences là-dedans, tu te mets dans des groupes Facebook, j'imagine, tu poses des Ouais, questions, tu cherches à droite à gauche, tu regardes les vidéos YouTube, tu fais ouais, le chemin tout à habituel, quoi, fait. du débutant, on va dire. Exactement, et tu cherches de l'aide, tu cherches à être entouré, tu te sens ultra seul. Enfin, moi, j'avais pas l'habitude, je travaillais en bureau, donc j'étais toujours entourée de plein de monde. Et là, soudainement, tu te retrouves seul derrière ton écran. C'est marrant 2-3 semaines, et puis après, tu es là, tu dis bon, je viens de réussir un truc. À qui je peux célébrer ça parce que les gens autour de moi ne comprennent pas. Et puis tu vas chercher. Et moi, je me suis toujours appliquée à aller chercher meilleur que moi. Tu te prends des vestes, évidemment, les mecs, ils n'ont pas le temps de te parler. Bon, bah tant pis, mais tu essayes. Et un jour, tu tombes sur des gars formidables. Moi, j'ai trouvé 2 copains comme ça sur le web. On était à peu près... Il y en avait un qui était un killer. Il travaillait à côté et il faisait des chiffres de ouf. Et le soir, il rentrait, il répondait lui-même à son SAV. Enfin, franchement, c'était la belle époque. Un autre qui était encore... il était encore mineur. C'était vraiment un trio improbable, et on s'est tiré comme ça les trois ensemble, et moi je pense que c'est grâce à ça que j'ai réussi. Sans eux, Donc toute seule comme ça, juste devant une formation, impossible, quoi. si tu avais trois conseils à donner à un débutant là, qui veut se lancer, que ce soit dans le print on demand, dans le dropshipping, dans l'e-commerce, on l'appelle comme on veut, tu lui dirais quoi? Je lui dirais d'abord vraiment d'aller étudier, de trouver les sites qui fonctionnent.
ceux qui font vraiment du chiffre, ceux qui ont de la notoriété. Des fois, ça peut être des trucs, des boutiques ultra simples. Si par exemple, tu veux te lancer en boutique cosmétique, tu vas regarder ce que fait Sephora, tu vas regarder ce que fait les marques de L'Oréal, etc. Et tu t'inspires d'eux avant tout, de leur tunnel. Et ensuite, tu vas dans les groupes. Tu vas aller chercher sur YouTube la base, parce que construire une boutique Shopify, PrestaShop, WooCommerce, tout ce que tu veux, tout ça, c'est à portée de n'importe qui. Tu peux très bien tu as des tutoriels de partout en fait. Après, tu choisis une stratégie et une technique d'acquisition. Et c'est là où te former va être primordial. Tu peux pas le faire à l'arrache. Enfin, je pense pas en tout cas. Moi, tout ce que j'ai appris en SEO, c'est en conférence avec vous, c'est auprès de Frédéric Zibet, et c'est pas des trucs que j'ai pu trouver, en tout cas comme ça, aussi facilement. Et après, tu pousses la technique et tu peux prendre un coaching. Et voilà, mais tu te concentres sur un levier en particulier et tu les déploies au fur et à mesure pour te concentrer. Ça, c'est la partie un peu difficile. Ou alors, tu viens voir Isabelle et tu sais quand même toucher un peu à Shopify et tu lui achètes un shop. C'est possible aussi. Ouais, c'est important ce que tu dis là. Hein. C'est parce que moi j'ai souvent la question. On a écouté sur YouTube des vidéos gratos, on a vu tel mec qui nous dit tel truc. Faut pas oublier que s'il y a quelqu'un qui va faire une vidéo gratos sur YouTube, il y a un petit lien d'affil en dessous. Et ce qu'il vous dit, c'est pas dénué d'intérêt, il y a toujours quelque chose derrière. Donc ouais, c'est important, ce qui est bon et payant. Hein. Le conseil gratuit, il est que gratuit et tout ce qui se passe derrière, tout ce qui est important et qui fonctionne, c'est dit soit en conférence, soit dans des formations, soit en coaching. Exactement. Soit en mastermind, enfin ça se dit pas, ça se dévoile pas comme ça, et ça se dévoile pas comme ça sur les groupes Facebook. Les mecs ils pensent toujours, même si tu fais de ton mieux hein, pour répondre, tu sais très bien que y a des informations qui restent confidentielles, ce sont des trucs que t'ont donné les copains, tu peux pas aller les balancer sur la place publique, ils t'ont donné à toi pour que tu réussisses, c'est leur avantage compétitif, concurrentiel qu'ils t'ont donné, ça se met pas sur la place publique comme ça. Et voilà, c'est là où après les mecs ils des formations, tout ce que tu veux, mais les vrais petits secrets qui fonctionnent au moment même où on se parle, ils se donnent en off dans des petits groupes ultra restreints où les gens te donnent leur confiance. Tu peux pas la trahir, tu vois. Tu peux pas aller après derrière balancer ça publiquement ou faire une conférence dessus sans leur autorisation en tout cas. Et ça c'est très important parce que là il y a encore trop de, même nous on le voit, trop de débutants qui ont l'impression que parce que telle personne a dit ça sur YouTube ou qu'il y a telle vidéo gratuite, ils vont y arriver ou ils vont fonctionner avec juste ce tips-là, et encore c'est pas du tips, mais juste ce fonctionnement. Des généralités. Ouais. Et puis en plus il y a aussi l'effet qui est vrai, c'est que quand tu payes quelque chose, un service par exemple, une conférence, un coaching, une formation, le fait de payer normalement ça devrait te donner la hargne. Tu veux ton retour sur investissement. Alors que quand tu regardes, moi ça m'est arrivé qu'on m'ait passé des formations, tout ça, sous le manteau et tout, je les ai jamais regardées, alors que j'ai regardé tout ce que j'ai payé, tu vois. Ouais. Bah, quand le concert est gratuit, on reste jamais jusqu'à la fin, donc effectivement, voilà. le gratuit n'a pas beaucoup de valeur, quoi. Alors que quand tu vas payer ta place de ciné, même si tu as envie de pisser, tu restes sur ta chaise et tu regardes le film jusqu'au bout, tu vois. C'est vrai. Ok, donc conseil important pour les débutants. On a parlé de dropshipping tout à l'heure. C'est un terme qui existe depuis extrêmement longtemps. Hein. Il est à la mode depuis 2-3 ans sur le web où on a dérivé sur dropshipping égale vendre des produits de merde AliExpress. Globalement, c'est un peu ce qui tourne. Ouais. Toi, c'est quoi ta définition du dropshipping, si tu l'appelles encore comme ça? Parce que maintenant, il y a d'autres termes qui ont été lancés. Non, c'est un peu d'humour. Alors, pour eux, le dropshipping, c'est juste une technique logistique. C'est une pure technique logistique. C'est-à-dire que les mecs qui sont en stock, ils rêvent d'être des dropshippers et de ne pas avoir à le gérer, tu vois. Et moi, ça m'énerve aussi l'association AliExpress égale produit de merde. Et tant mieux, en fait, parce qu'on en joue au final. Parce que c'est pas vrai. Il n'y a pas que des merdes sur AliExpress. Il y en a, c'est sûr et certain. Ça, si tu fais mal ton travail de sourcing, c'est ton problème. Mais le dropshipping, ce n'est pas que de la vente de produits que tu trouves sur AliExpress. Il y a plein de plateformes avec lesquelles tu peux le faire. Il y a plein de moyens avec lesquels tu peux le faire. Des fournisseurs en France, des gens en bas de chez toi. Tu peux dropshipper des marques. Tu peux faire plein de choses. Donc c'est juste un moyen logistique. En fait, ça n'a même plus de sens de dire formation en dropshipping, c'est n'importe quoi en fait. On parle d'e-commerce dans son sens général. Le dropshipping, c'est plus qu'un connecteur entre la boutique et le fournisseur, quoi, grosso modo. Et une technique de négociation sur les marges, etc. Voilà, ça s'arrête là.
Tout le reste, le terme est obsolète pour parler de technique du web. C'est pas une technique du web, c'est une technique de logistique. Voilà. C'est même plus qu'un fournisseur, c'est un logisticien, même des fois au milieu, qui est lui-même une plateforme logistique de plusieurs fournisseurs ou fabricants. Et exactement. Donc moi, ça me rend un peu, je suis un peu en colère contre cette vendetta, contre cette vendetta sur ce mot dropshipping, qui maintenant, avant c'était l'Eldorado, donc c'était cool, tu faisais dropshipping, et maintenant c'est devenu l'insulte du moment. Ah, toi tu fais du dropshipping, mais ça n'a rien à voir, les gars. Ça n'a rien à voir du tout en fait. C'est juste vraiment de la pure logistique. Après, effectivement. Tu as des techniques plus simples que d'autres, et puis tu es plus ou moins malin, et tu as le niveau au-dessus qui est de te faire dropshipper un produit que les autres ne peuvent pas trouver facilement. Numéro 1. Numéro 2, de poser ta marque, ton label sur un produit quali, dont tu auras fait passer les certifs, par exemple, pour pouvoir tout truster et exploser ton chiffre d'affaires, avec par exemple les agences d'influenceurs qui... avant, c'était un peu l'Eldorado à ce niveau-là. Tous les dropshippers, ils s'étaient ouverts à tout le monde, et maintenant qu'ils ont fait leur beurre et qu'il y a eu des petits scandales, ils ferment les portes et ça s'est ouvert plus qu'aux marques. Et ben les nouveaux sont malins, ils déposent une marque, ils le mettent sur le produit, un winner du dropshipping, ils le passent en marque et ils se font 300K par mois. Voilà, mais... Donc il y a quand même eu pas mal d'évolutions dans la partie... moi j'ai gardé ce terme dropshipping puisqu'il me choque pas, mais il y a quand même eu pas mal d'évolutions. On part de je prends n'importe quoi sur AliExpress et je le vends, à maintenant le premier produit venu, on est 50 mecs à essayer de le vendre sur le web, donc il faut aller un peu plus loin, soit personnaliser son produit, soit le private labeling dont on a entendu parler sur Amazon, hein, c'est aussi une technique pour pas être dans les listings de tout le monde sur Amazon. Mais il y a quand même eu une évole, toi, par rapport à il y a 2-3 ans, on va dire, la méthode pour sélectionner les produits, elle est plus complexe, pas forcément plus complexe, mais il faut un peu plus la travailler peut-être qu'avant. Ah bah complètement. Avant t'allais voir les meilleures boutiques Shopify, t'allais voir leurs best-sellers parce que les gens les planquaient pas encore, tu chopais leurs best-sellers, tu retrouvais une pub, c'était limite si tu chopais pas la vidéo du gars, tu posais ton logo dessus, tu prenais la pub, tu balançais. Alors là, c'était là où la technique de pub était ultra importante parce que c'est ce qui faisait la différence avec la concurrence. Maintenant, les techniques de pub, avant, elles étaient secrètes. Et maintenant, avec l'essor des groupes Facebook, en fait, tout le monde sait faire de la pub. Enfin, franchement, un mec qui vient et qui me dit... tout le monde connaît la vraie technique. Tu lances en conversion achat direct ou en conversion ajout au panier, etc. Avec un peu de PPE. Enfin voilà, c'est des trucs. PPE, ça veut dire interaction, campagne interaction, pour ceux qui ne comprennent pas. C'est plus un secret, vraiment. Il n'y a rien de compliqué. Même la lecture des métriques, c'était aussi le secret bien gardé l'année dernière. Ça l'est plus. Donc aujourd'hui, il faut recouper plusieurs données. On utilise beaucoup de tools du type Google Trends, couplés avec des outils comme Seller Pulse, couplés avec des outils comme AdSpy. On observe aussi ce que font les influenceurs, ce qu'ils placent au niveau des marques, et on recoupe tout ça, on observe les taux de clics sur Bitly, et en fait, c'est en recoupant toutes ces informations qu'on arrive à déceler un winner. C'est pas juste... avant, c'était tellement simple. Quand tu voyais une pub, tu la prenais, tu reproduisais tout. En anglais, tu reproduisais tout en français. Si tu le balançais, c'était complètement black hat, c'était n'importe quoi. Et ça marchait. Maintenant, on fait ça, ils sont 500 à le faire sur le même produit. Pour te démarquer, il va falloir que tu proposes une meilleure image de marque. Il faut que tu livres beaucoup plus vite parce que là, maintenant, c'est fini. Facebook, tu fais une connerie, tes comptes sautent. C'est Facebook qui maintenant vient demander aux cliqueurs d'une publicité, s'ils ont été, au jour même c'est aux acheteurs d'ailleurs, puisque de toute façon il le sait, aux acheteurs qui sont venus par sa plateforme, s'ils sont satisfaits ou non de ta boutique, en gros. Exactement, et ça fait tomber toutes les boutiques, toutes les semaines, tous les jours. Tu vois quelqu'un sur les groupes Facebook venir pleurer pour sa note de page. C'est plutôt difficile à rattraper. Bon, ça va parce que on a toujours un cran d'avance et on essaie de trouver des solutions, etc. Mais c'est extrêmement difficile à rattraper, quoi, parce que ça impacte même ton profil personnel, en fait. À partir du moment où tu as eu une pénalité sur une page, ça impacte ton profil, tes business managers, tous tes autres business managers et tous tes CPM commencent à en pâtir et tu as intérêt à rattraper ça vite.
Et voilà, et même ils te pénalisent maintenant parce que tu as eu des publicités désapprouvées jadis. Tu vois, il y a 6, 8 mois, ils te coupent les livres comme ça, du jour au lendemain. C'est devenu dur, c'est du sport, tu vois. Moi, j'ai des périodes où j'accepte plus ou moins une typologie de shop à la vente. Il y a eu par exemple au début d'année 2019, j'avais arrêté la vente des boutiques sous un marketing d'influence parce qu'il y avait eu des scandales Emma Cake Cup et tout, et Vlad, etc. Et en fait, plus personne n'arrivait à placer ses produits avec les gros influenceurs de manière à faire de l'argent. Donc j'avais arrêté, j'ai repris parce que ça a explosé, j'ai eu des contre-exemples, etc. et des techniques pour contourner tout ça. Facebook Ads, c'est la même. Là, récemment, j'ai mis en stand-by la vente de shop en 100% Facebook Ads, le temps de pouvoir résoudre tous ces problèmes, que j'ai une solution à chacun des problèmes qui se posent pour mes acheteurs potentiels, et contractuellement, en fait, ce qui se passe si le lendemain de l'achat de ton shop, le compte publicitaire saute, quoi, alors que c'est pas dû à ton fait. Donc, il y a tout ça à baliser. Une fois que c'est balisé, je rouvrirai les portes des boutiques 100% Facebook Ads parce que ça se scale très bien. Parce que les gens commencent, il y a de plus en plus de personnes qui maîtrisent la pub et qui peuvent reprendre ce type de boutique et qu'il y a de la demande, mais c'est risqué, quoi. À l'heure actuelle, c'est très risqué. Donc moi, je balise ça juridiquement et puis techniquement, quoi. Ouais, parce que si tu me dis que la pub Facebook, trouver des fournisseurs est de plus en plus facile, la pub Facebook est de plus en plus facile, ce qui reste au milieu, c'est le produit, quoi. C'est l'adéquation entre produit, ton marché et être capable d'avoir un produit différent des autres, ce qui est de plus en plus compliqué en dropshipping quand même. Et c'est même pas ça le plus dur au final, parce que tu peux faire des ventes, etc. Mais derrière, la technique un peu de chacal pur monoproduit, les meilleurs, eux, la font évoluer. Ils font évoluer leur shop. Ils en font, mais comme tout business, tu lances un produit, c'est celui-là qui a explosé, il faut essayer de te renouveler, comme un chanteur qui a un tube, il faut qu'il trouve son deuxième tube, son troisième tube, etc. Et c'est une maladie que beaucoup de dropshippers ne résolvent pas. Ils se lancent pas, ils développent pas leur marketing email, ils développent pas leur catalogue produit comme il faudrait, par exemple, et ils comptent juste sur le winner unique, alors que c'est pas ça qui va les faire prospérer et perdurer sur le temps. Donc, ils sont toujours en train de remonter des nouveaux shops. Moi, j'ai ce syndrome. Hein. Je ne vais pas faire la meuf. Je l'ai eu. Alors maintenant, je fais des trucs un peu plus sérieux, notamment grâce au Print on Demand, etc. Mais voilà, il faut savoir satisfaire les personnes qui sont venues une première fois sur ta boutique. Ça t'a coûté de l'argent de les faire venir sur ta boutique, de les convaincre d'acheter chez toi. Peut-être même que tu as perdu de l'argent, tu n'as pas été bénéficiaire à le faire, ça dépend de tes métriques, c'est toi qui fixes la limite, ce que tu acceptes. Bah, derrière, il faut les réactionner, il faut les réactiver. Ça coûte moins cher de réactiver un client que tu as déjà acquis, quoi. Ouais, pourtant, peu de personnes le font. On va souvent chercher des nouveaux clients et les clients actuels, on les oublie un peu, on les relance pas, on leur donne rien, on rappelle pas qu'on existe et ainsi de suite, quoi. Exactement. Tout ce que tu es en train de dire, là, si je résume un peu, c'est qu'aujourd'hui, par un seul canal, ça devient de plus en plus compliqué de faire que du ads, que du SEO, que de l'emailing, que du branding, que de la pub télé ou autre. C'est que tu essaies un seul canal, manger... si tu veux, c'est un peu... c'est le plus risqué, quoi, parce que... à part le SEO, à la limite, parce que le trafic est là, en fait. Il arrive sans que tu fasses grand-chose. Et même les boutiques en influence, en marketing d'influence, hein, je vois des mecs, ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Mais par contre, ouais, juste Facebook Ads, c'est dangereux. Juste Google Ads, c'est dangereux. Juste, même juste du SEO, c'est dangereux. Hein. Demain, Google te met une péna où il change l'algo. C'est vrai. J'ai des shops en SEO, j'ai pris -7, -8 positions alors que j'étais premier sans problème. Premier depuis des années. Il a fait un test d'algo. Bon, il en est revenu au bout de 4 jours parce qu'il a vu qu'il faisait n'importe quoi. Mais ouais, tu prends un -7 sans explication. Bah, tu vois, donc c'est ultra dangereux, il faut toujours diversifier. Donc je leur dis toujours, quand ils viennent me voir et qu'ils me disent ouais Isa, ah bon mon shop il vaut que ça. Alors moi je leur dis bah écoute, oui, sauf si tu mets en place quelque chose de plus sécurisant, donc au moins deux façons d'acquérir ton trafic et que tu prends soin de tes clients, là ton shop prend une autre ampleur au niveau de la valorisation. Parce que c'est pas que du one shot, c'est pas que ça se repose pas que sur la personne qui est derrière la boutique. Donc effectivement, ouais, effectivement. Après, par exemple, je vois un truc qui fonctionne, qui me fait halluciner en ce moment, qui est le fameux marketing d'influence. Il y a des boutiques qui fonctionnent que avec ça. Bon, effectivement, le jour où tu trouves pas de nouveaux influenceurs, ça se pète la gueule, tout ce que tu veux, mais marketing d'influence, c'est plutôt, tu marches vraiment bien. Tu couples ça un petit peu de retargeting,
c'est de belles boutiques avec de très très belles rentabilités, quoi. Vraiment, c'est un autre level. Donc retargeting, c'est que tu vas repousser une pub aux gens qui sont déjà venus sur ton shop ou qui ont fait une action spécifique sur le shop, comme un Exactement. add to cart, un ajout au panier, un paiement ou mis des infos de paiement et pas finalisé l'achat. Exactement. Une fois que la personne a mis un pied sur ta boutique, tu ne la lâches plus, tu la suis partout où elle va sur Internet. Il paraît qu'il faut qu'elle te voie 7 fois pour qu'elle sache qui tu es. Il paraît, hein, je ne sais pas d'où vient cette statistique, mais je l'entends depuis que j'ai commencé à faire du e-commerce. Et c'est un paramètre extrêmement important. Tu balances n'importe quel trafic, tu le balances, tu dois le suivre, tu dois le réactiver. C'est là où est l'argent. L'importance du multicanal aussi, c'est on t'a trouvé sur Facebook, on a cliqué, on a vu ta boutique, tu te dis que le produit est pas mal, tu fais une recherche Google, on retrouve ton guide d'achat présent en partie SEO et tu retournes sur Facebook ou sur Instagram, on te repouche une pub. Tu as commencé à créer ton panier, ajouter au truc, bim, on te repouche un email avec une réduc pour aller jusqu'au bout. Au bout d'un moment, tu vois 5-6 fois la boutique sur différents canaux, tu te dis le mec c'est le leader dans le secteur, quoi. Bah, exact, exact. Et puis les acheteurs sur Facebook Ads, par exemple, ils ont de plus en plus le réflexe d'aller chercher sur Google derrière. Donc, Je crois que c'est 80%, si je me trompe pas, ou 90% des ventes qui commencent de toute façon par Google, même en physique. Tu vois. Donc, S'ils ne te trouvent pas derrière, ben perdu. Perdu ou voilà, c'est plus compliqué, quoi, on va dire. Ouais. Mais alors, je me pose la question, tu trouves un produit sur AliExpress, ça livre en quoi AliExpress? 20 jours, 25 jours? Peut-être un poil moins des fois? Non, ça dépend, franchement, ça dépend qui tu as en face de toi. Allez, la norme c'est 15 jours. Tu vois, 15 jours. Ce qui est long en fait, hein, ce qui est long. Et c'est là où cette fameuse notation de la page Facebook pose un problème parce que la question est tournée de manière vraiment vicieuse. C'est pas est-ce que vous avez reçu votre produit à temps dans les délais annoncés, c'est est-ce que la livraison a été longue. Évidemment, quand tu livres au-delà de 3 jours, les gens vont trouver ça long. Enfin, je sais pas, quand tu es Amazon Prime en face qui te livre en 24 heures, tout ce qui dépasse ça me semble long, moi, personnellement. Donc si on me pose la question, bien sûr que je vais répondre oui, tu vois. Donc effectivement, le délai de livraison est un vrai problème qu'on essaie de résoudre de différentes façons, ou en passant par des agents qui ont des routes spéciales, express, et ça coûte de l'argent. Les mecs, ils n'ont jamais envie de payer, mais si vous voulez du bon service, comme pour tout, ça a un prix. Donc avec des lignes spéciales, ou alors carrément des entrepôts en France, ou alors, je te dis, là maintenant, les gens vont chercher des fournisseurs en France même, tu vois. Ouais, parce que j'ai pris l'exemple d'AliExpress pour pousser le vice, mais justement, t'en arrives là, c'est que demain, tu peux descendre voir ton fromager, lui dire, voilà, tu fais des beaux fromages, spécialité, j'en sais rien, de la Savoie, on va essayer de vendre ça sur le web, et dès que j'ai une commande, tu vas venir emballer, tu vas l'expédier pour moi. C'est du dropshipping, mais c'est un fournisseur qui est en bas de chez toi. Voilà, exactement, t'as tout compris. C'est aussi simple que ça. Et les mecs après 15 ans d'e-commerce, j'ai compris. Focaliser AliExpress. Alors oui, franchement, c'est cool pour se lancer, pour aller vite, pour remplir un catalogue même, tu vois. C'est top. Mais vite, 1000 voix possibles. Parce que tu as aussi des stratégies SEO, puisqu'une page, bon, SEO, il faut beaucoup de pages globalement, mais tu as aussi la stratégie d'aller pomper beaucoup de photos pour alimenter ton catalogue, même si c'est pas des produits que tu veux vendre, quoi. Et AliExpress, c'est cool pour ça, en fait. Bah, exactement. Tu veux un shop de niche? Comment tu remplis ton catalogue? Hop, tu passes par AliExpress, tu pumps. Tu sais très bien que parmi eux, tu vas en vendre peut-être 1, 2, 3. Ça dépend de comment toi tu fais ton marketing. Et puis tu vas trouver ton winner sur la niche et tu vas le pousser à fond. Donc, mais les gens ne le voient pas comme ça, le perçoivent pas comme ça. Et bon, bah en fait, AliExpress, il y a 1000 façons de le faire. Hein. Les gens pensent que le dropshipping va mourir parce que AliExpress est de plus en plus connu. Mais Amazon est connu depuis toujours. Les produits qu'on vend, les produits qui ont explosé, qui ont cartonné, ils ont toujours été sur Amazon, tu vois. Donc ouais, bon. Ça pose pas de problème. Non. Mais c'est vrai qu'AliExpress commence à ouvrir un magasin, je crois, à Barcelone. On a vu, ils sont à Madrid, Madrid, ouais. Ils sont de plus en plus présents même sur AdWords, même en Google Shopping, même en Facebook Ads, même en. Ouais.
Je te dis, ils font du marketing viral et tout. Ils osent même faire des pubs où ils font des trucs abusés. Ils savent très bien qu'ils font des trucs abusés. Du genre, je sais pas si tu as vu passer la photo, c'est un cadre blanc avec des petits traits rouges et ils vendent, ils disent que par exemple c'est des superbes, je sais plus si c'était de chaussures ou je sais pas quoi. Et en fait, on ne sait pas ce qu'ils vendent. Et c'est pour que les gens réagissent, ils screenent, qu'ils partagent. Ils disent, oh, regardez comment AliExpress abuse. Mais ça, c'est du brand awareness en fait. C'est pour se faire une autorité de marque, pour se faire connaître pour rien, pour que les gens se souviennent. C'est un truc, une espèce de technique marketing subliminale. Et voilà, donc ils sont absolument partout. Est-ce que ils essaient de gagner la confiance du public, en tout cas, avec cette boutique à Madrid. Et moi, j'ai trouvé leur stratégie ultra intelligente parce qu'en fait, tu peux acheter qu'en passant par leur site web. Donc, en fait, c'est un showroom énorme. Tu y vas. Dans ce showroom, dans cette boutique, il n'y a que des produits quali, que des boutiques, que des produits avec de la marque, etc. Ce qui fait qu'en fait, ils renvoient l'image de, en fait, sur AliExpress, tu trouves de la qualité. Ce qui a toujours été le cas, ce qui a toujours été vrai. Et derrière, tu es obligé de passer sur le site, que tu achètes ou pas, et derrière, retargeting. Donc, stratégie AliExpress de mettre les produits les plus quali dans la boutique pour redonner confiance à l'utilisateur, quoi. Exact. Et après, derrière, tu n'es pas obligé de faire ta pub dessus. Si tu veux pas, si tu trouves un bête de truc en bas de chez toi, fais-le, quoi. Après tout... Et puis, de toute façon, il n'y a pas que AliExpress, il y en a bien d'autres. Ah ouais. Donc il y a, je sais pas, peut-être 300 ou 400 l'annuaire des fournisseurs dropshipping, il y en a 300 ou 400, quoi. Bah, il suffit de taper fournisseur dropshipping sur Google, franchement, t'en as à l'appel, t'en as pas que en Chine. Vraiment, il y a vraiment beaucoup de plateformes. Et il y a des plateformes chinoises, d'autres plateformes chinoises qu'AliExpress. Donc après tout, AliExpress sont des dropshippers aussi, qui sont dessus. Oui, c'est aussi une stratégie de se mettre dessus, c'est clair que... C'est clair qu'il ne faut pas oublier, même des gens qui vendent sur Amazon des produits stockés en petite quantité ou des produits d'AliExpress genre il y a plein de choses à faire interplateforme, quoi. Mais là plutôt l'évolution c'est plutôt aujourd'hui de créer une vraie marque, un shop qui est là pour durer, qui va proposer des produits mais qui de toute façon faut pas se leurrer, un produit qui est vendu, genre un produit qu'Auchan ou Carrefour va vendre, on l'a vu là sur les micro-climatiseurs, je crois, ou les anti-moustiques, je sais plus quoi, c'est évidemment des produits qui sont revendus à Auchan, à Leclerc, dans n'importe quel... C'est pas eux qui fabriquent et c'est pas eux qui développent un produit anti-moustique, quoi. Non. Et puis même, si tu savais le processus de création d'un produit dans les grandes entreprises, ils sont en veille. Ils regardent même ils regardent ce qu'on fait en fait. Et derrière, ils vont mettre leur marque dessus, leur packaging. Ils ont la machine pour aller extrêmement vite pour ça. Et boum, ils vont le mettre aussi. Ils sont pas délirants, tu vois. Et donc c'est normal de retrouver ça chez Auchan, chez Jiffy, ils se fournissent chez les mêmes. Oui, c'est clair, il doit pas y avoir 50 fabricants de lampadaires ou de lampes ou de je ne sais quoi, ça doit être quelques usines, peut-être une dizaine ou une vingtaine dans le monde, mais voilà, quoi. Okay. Donc après, l'idée c'est une fois que tu t'es développé, c'est d'être capable d'aller mettre ta marque dessus, donc peut-être créer un packaging, mettre un flyer dedans, de packager, de logoter ton produit pour dire mais c'est le mien, quoi. Exactement. Là, maintenant, c'est la guerre à celui qui va faire le mieux, en fait, ce travail de notoriété, de branding et d'arriver avant tout le monde. Notamment, tu vois, sur la publicité Facebook, clairement, ça va t'aider. Sur les marketplaces, pouvoir revendiquer ton listing sur Amazon. Bon, c'est pas moi, je suis pas experte là-dedans, mais j'en entends parler. Pour aller fermer des contrats d'exclusivité avec des gros influenceurs, parce qu'une fois que tu as mis la barrière, les mecs ils peuvent plus passer, quoi. Et tu peux le faire qu'avec une marque. Revendre en magasin. Vendre en magasin, exactement. Trouver des distributeurs physiques. Ça, les mecs, ils oublient qu'il y a ce levier qui est extrêmement puissant. Les mecs, au lieu de t'acheter une pièce, ils vont t'en acheter 10, 20, on en sait... Tu vois. Et encore, ça dépend du réseau. J'imagine que si tu rentres dans un Carrefour, parce que tu aurais posé ta marque ou je sais pas quoi, ça peut aller très très loin. Ça va être des 10 000 pièces, ce genre de choses. Donc, penser bise et pas juste penser je vais faire mes thunes en slip en vendant 2-3 trucs vite fait. Ça, c'est le vite fait, c'est en tout cas en dropshipping, c'est fini. J'ai encore vu quelques shops à tourner de produits achetés 2 balles revendus 25 ou 30, je crois. Et ça doit être de plus en plus rare. Ou alors, faut le feeling du bon produit, quoi. Faut trouver vraiment la perle. Ouais. Clairement, c'est rare.
Bah là, si tu veux ce genre de marge, c'est pas avec la publicité Facebook que tu vas le trouver, hein. Et en SEO, c'est encore pire parce que vu que tu pars en cherchant sur Google, en tapant une requête et en cherchant sur Google, il y a de fortes chances que tu te mettes à comparer. Donc tu vas pas aller acheter le produit le plus cher que tu trouves. Donc ouais, pour ça, pour les stratégies high ticket, il faut trouver d'autres leviers. Genre si tu l'achètes 2 euros mais que personne ne sait où tu l'achètes, ça peut être intéressant ou parce que Ouais. tu l'achètes en volume. Après, dropshipping, faut pas oublier que stocker 50 pièces ou 40 pièces, c'est pas non plus la mort. Si au début tu testes ton produit, tu vois qu'il prend avec de la pub Facebook au bout de 3-4, tu peux te dire j'en mets 100 chez moi dans un carton et je gère mon Ouais, XP. alors après, c'est l'envoi qui est chiant, tu vois. Moi, en tant que Ouais. dropshippeuse, ce qui me fait kiffer, c'est le marketing digital, c'est pas d'aller envoyer mes paquets, tu vois. Par contre, euh, il y a des périodes un peu difficiles dans l'année où tu peux pas faire du 100% dropshipping. Tu fais ça, t'es mort, t'es mort, t'es mort. Parce que les envois sont saturés. Typiquement, Black Friday, typiquement Nouvel an Noël, chinois, ouais. et Nouvel An chinois, où là, la Chine s'arrête de travailler si ton modèle était pur Chine, Oui. ton marché cible. Donc, du coup, tu as intérêt à stocker un petit peu, quoi, à ce niveau-là. Alors, le print on demand pendant les grosses périodes, j'ai jamais testé encore, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas si je dois faire du stock ou ce genre de choses. En tout cas, si tu fais du biz avec la Chine, tu as intérêt à prévoir, quoi. Parce que sinon, les Elle délais. m'intéresse ta réflexion, on va en parler après justement. Ouais, ouais, bah, en Justement. tout cas, les délais de retard sont fatals, surtout quand tu as vendu beaucoup sur Black Friday, que les gens comptent sur cette commande-là pour Noël, et qu'en fait, avec l'explosion des ventes, tout le marché mondial ralentit, parce que, enfin, c'est pas qu'il ralentit, c'est qu'il est saturé au niveau des transports, ça prend du retard, ça prend du retard, les colis sont bloqués à la douane, et là, c'est fini, tu as ruiné le Noël des gens, ta clientèle est hyper en colère, tu te Hmm. prends Et là, tu te fais pourrir. c'est une période cool parce que tu peux gagner beaucoup d'argent, mais dur à encaisser, quoi. Hmm. Donc là, tu abordes un point qui est quand même intéressant, c'est la partie automatisation. Tu as mis en place pas mal de choses pour que ça soit en auto et tu plus grand chose entre. C'est pas que tu rien à faire, mais tu plus grand chose à gérer. Tu pas à renvoyer tes commandes à ton fournisseur unitairement, tu pas à Ah gérer ouais. les envois, tu pas à faire des tickets, t'emmener à la poste. Ah non, non, ouais, ça c'est la partie qu'on aime, c'est la partie qu'on maîtrise pas de toute façon quand on fait, généralement quand on commence on drop. Et je te dis, c'est la partie que nous envie aussi les gars avec du stock, que ça pèse, tu vois, ils ont leur stock énorme et ils doivent gérer ça et tout. Et si les marques pouvaient leur offrir euh, ce service pendant que eux se concentrent sur le marketing, bon bah voilà quoi. Moi j'en ai eu hein, des propriétaires de shop comme ça qui voulaient revendre leur affaire et qui me disaient avec stock, avec entrepôt, etc. et qui me disaient ben ouais, si j'avais pu le faire en 100% dropshipping. Et là c'est une T'aurais fait. négociation en fait entre ton fabricant, ton fournisseur et toi. Qui gère la logistique? Mhm. Qui gère Mais tout ça? il y a des services de logisticiens, alors pas connus dans les domaines dropshipping et co, mais c'est des gens spécialisés, ils ont un entrepôt, tu leur envoies un stock, ils Ouais, reçoivent et ils expédieront pour toi. Il y a une API entre les deux où tu gères un système de ouais. fichiers Excel et les mecs c'est leur job quoi. Centre de distribution quoi, tout Ouais simplement. voilà, Et, ouais, c'est ça. ouais, ouais, complètement. Bah, ça, c'est un manque de professionnalisme de la part des dropshippers, en fait. Parce Ouais que les c'est mecs qui clair. font du business, ils connaissent ça. Après, il y a un coût à computer, il faut que tu acceptes, il faut que tu le rentres dans la marge, quoi, tout simplement. Que tu ne sois pas pris par surprise. Et après, il y a j'en ai vu des shops où euh, une partie est entreposée à la maison parce que bon, bah, ça ne se vend pas, une autre partie en centre de distribution, une partie chez Amazon, les best-sellers, typiquement. Et donc, en fait, c'est découpé en trois parties. Bon, je t'avoue que c'est un modèle qui coule et qui me fait royalement chier. Voilà. Ah, quand tu as une commande qui compile deux canaux, tu as un bout par Amazon, un bout par toi, c'est bien compliqué quoi. Bah, oui et non, au final, parce que tu préviens le client. De toute façon, ça c'est dans la FAQ, etc. Tu le préviens Hmm. qu'il va être livré de lieux différents et qu'il va le recevoir en plusieurs bouts. Et effectivement, ça fait un peu de SAV, mais Ouais, mais ça commence à faire déjà la boutique qui revend, la boutique d'un autre. Toi, tu commences déjà à mettre. Parce que mine de rien, avec les quelques articles du Monde, de Le Monde, Le Figaro, et puis je crois qu'il y a eu sur M6, il y a eu un Capital qu'on a parlé. ouais. Le Kidam moyen commence à connaître un peu comment dirais-je, le côté dropshipping et le côté mec qui est chez lui qui vend un produit qu'en fait tu peux avoir ailleurs quoi. Donc là tu commences à mettre sur la piste déjà quelqu'un qui commence à se douter, ah, c'est peut-être pas Effectivement. une vraie marque.
Effectivement. Effectivement. Bah, c'est pour ça qu'après, même en dropshipping, on a des techniques pour pouvoir envoyer du même fournisseur le catalogue. Donc, il faut la jouer fine. Mais bon, généralement, ces boutiques-là, tu vois, ces boutiques-là qui ont ces 3 modes de livraison, qui livrent depuis la France, ils livrent extrêmement rapidement. Il y a aucun, enfin, même si ça met un peu la puce à l'oreille, les gens sont relativement contents, tu vois. Si tu leur réponds qu'ils ont leur colis dans les 3 jours. Ok. Et toi, dans ton process, quand tu lances une boutique, tu automatises tout de suite ou tu lances, tu attends de voir et tu sors l'artillerie lourde par la suite? Qu'est-ce que tu entends par automatiser tout de suite? Automatiser quoi? Automatiser le fait que la commande soit passée chez le fournisseur, automatiser le fait que tout est bah full oui. auto. Ah oui, parce que déjà, je teste toujours moi via Ali. Donc là-dessus, on a des connecteurs qui sont très connus, Oberlo, Dropify, Deezer, etc. Donc voilà. Et même sur le print on demand, c'est voilà. Et après, il y a les agents derrière qui, quand tu as bossé avec eux, ils sont OK pour faire des petits tests avec toi. Donc tout est full auto tout de suite. Ouais. Moi, je me focalise que sur mon marketing, vraiment. Ok, d'accord. Tu gères ton SAV ou tu as encore sous-traité à quelqu'un qui répond? Non, ça c'est le premier truc que je délègue, je déteste me faire insulter pour rien. Et que tu fasses de l'e-commerce ou que tu travailles dans un restaurant ou que tu gères une superbe agence de communication, de je ne sais pas quoi, tu te feras insulter de toute façon. Il est hors de question que je sois la personne qui se fasse insulter. Voilà. Donc tu as trouvé peut-être quelqu'un qui est à l'étranger je travaille avec plusieurs équipes, j'ai testé plusieurs services et j'ai des personnes je connais des personnes qui sont capables de te scaler une boutique à l'international, c'est-à-dire que le mec, tu commences avec lui sur le marché français par exemple, et puis tu lui dis tiens, je vais essayer l'Italie, et il va te trouver son homologue en Italie, et en fait finalement tu n'as rien à faire, le truc se délègue automatiquement parce que les process sont connus. Et tu transfères les process et tu internationalises comme ça. Et c'est comme ça que font tous les plus gros d'ailleurs. Et parce que tu dois être focus sur ce que tu sais faire. Si ce que tu sais faire, c'est ton marketing digital, fais ton marketing digital, tout le reste, tu t'en bats les steaks. Et c'est ce que je dis à mes acheteurs aussi de boutique, tu vois. Des fois, ils viennent, ils me disent ah, j'ai trouvé cette boutique, mais j'ai peur pour la gestion du stock. La gestion du stock, ça se gère. La production, ça se gère. Quand ils prennent des trucs beaucoup plus legit, beaucoup plus solides que du dropshipping. Donc voilà. Les SAV, ça gère aussi. Okay. Large. Il y a beaucoup de SAV justement je sais pas, sur des produits électroniques. Alors j'imagine que tu dois sélectionner, mais un produit électronique, tu es censé avoir 2 ans de garantie. Qu'est-ce qui se passe si au bout de 6 mois le mec te répond l'appareil a cramé, tu vois, j'en sais rien, tu peux avoir plein de problèmes. Ah oui. Bah, quand tu es malin, tu fais pas le malin. Si le truc il a cramé, tu rembourses et point barre. Enfin franchement, tu t'amuses pas. Là-dessus, c'est assez borderline parce que tu es responsable, toi, en tant que distributeur de cette garantie. Donc tu fais pas le malin et effectivement, après ça arrive pas très souvent, ce genre de cas non plus. Oui, c'est encore une fois, si tu as bien sélectionné tes produits et que tu n'as pas vendu un truc frauduleux ou sans norme CE, je sais pas. Zéro souci. Et au début, franchement, tu passes 20 minutes de SAV là-dessus. Sur ta boutique, c'était ta boutique au début, et après ça prend de l'ampleur. Il y a les litiges. Alors moi, je n'utilise pas PayPal, mais il y a les litiges PayPal à gérer. Il y a plein de choses. Ça prend de l'ampleur et tu payes les gens à l'heure. Franchement, c'est entre 3 € et 10 € de l'heure. Ça passe quoi. Ouais, 1 heure par jour, 2 heures, 3 heures. Ça dépend de la qualité de SAV que tu veux fournir quoi. Ok. Du coup, donc toi, pub Facebook, c'est à la portée de tout le monde, on va dire maintenant, avec tous les tutos ou toutes les aides qu'il peut y avoir. Alors, il y a toujours des techniques beaucoup plus avancées, etc., qui sont pas qui sont pas comme ça disponibles, que tu peux avoir que grâce à un coach, notamment quand tu utilises plusieurs comptes, enfin des trucs un peu touchy, qui n'aiment pas trop Facebook, tu vois, qui sont vraiment des guidelines de Facebook. Mais c'est à la portée de tout le monde. Toutes les vidéos, c'est encore pire quand tu parles anglais. Tout est à disposition sur Internet. Après, il y a toujours des petits tricks. Je te dis, par exemple, comment récupérer sa page, son customer feedback. Il y a plein de tricks, mais ils ne sont pas encore sur la place publique, tu vois. Mais heureusement. Et heureusement, ouais, ça fait un peu d'avance. Barrière, ouais. Pour que ceux qui font n'importe quoi, ils méritent leurs sanctions, tout simplement. Et valoriser ceux qui gèrent bien. Quoi.
Parce Oui, qu'au parce qu'au final, les tricks pour récupérer, c'est bien, mais je pense que tu gagnes largement ton temps à améliorer ta qualité, éviter d'avoir des problèmes, même si tu en auras toujours un peu. Mais bah, je te dis, le problème du dropshipping, c'est vraiment les délais de livraison. Et si les questions sont tournées de façon assez insidieuse, et qu'en plus, on sait que de manière générale, ce sont les vénères, les gens qui sont un peu énervés dans la vie, ouais, qui s'expriment, bah, mécaniquement, il faut quand même avoir une parade, même quand tu sais que tu fais les choses bien. Tu envoies des questionnaires pour savoir comment améliorer le produit, si les gens étaient satisfaits, que ton SAV est au top et que ta livraison est acceptable. 7 jours, 10 jours, c'est acceptable. On n'est pas en train d'attendre un mois son produit, mais que les gens considèrent ça quand même ça long. Ben, tu trouves d'autres façons. De toute façon, moi, j'en ai balancé des moyens en conférence et il y en a encore d'autres. Et il faut juste être un peu malin, quoi. ouais, il faut quand même se tenir informé, faire des. Moi, j'insiste là-dessus, t'as pas tout de gratuit. Non, non. T'as pas tout de gratos dispo sur le web quand même, t'as les bases pour commencer, mais après si tu veux Exactement. gratter, c'est de la formation, c'est du coach encore une fois, c'est des conférences, même si c'est 200-300 Exactement. balles le billet, c'est un mastermind, c'est un truc quoi. Ok. C'est une formation peut-être en présentiel, peu importe. Il faut aussi quand tu veux pousser, quand tu veux avoir accès aux vraies infos, ben finalement c'est pas dans l'intérêt du mec de filer ça gratuitement sur la place publique. Il a pas que ça, enfin, il a peut-être que ça fout, mais je pense pas. C'est pas dans son intérêt et donc voilà quoi, ça se monétise tout simplement. C'est la vie. Ouais. On a parlé tout à l'heure de l'outil d'Abdel, c'est leur Pulse. T'as trouvé des Ouais. produits, tu peux en dire Ouais. quelques mots? Bah écoute, c'est vraiment c'est une bombe de produits parce qu'en fait, il te donne la vélocité de vente de produits. Donc ça évolue tout le temps, tu vois. Donc tu peux très bien dire sur les 7 derniers jours, je veux un produit de telle catégorie qui a fait minimum de vente, ce minimum-là de vente sur tel territoire. Et ça te permet en fait de sélectionner rapidement un winner. Tu peux lui dire que les fiches avec des vidéos. Généralement, quand le mec s'est fait chier à faire une vidéo, c'est que il a fait du stock. Il y croit, tu vois. Et en plus, grâce à ça, cet outil-là, tu peux sortir les best-sellers de ce fournisseur, de ce mec, une fois que tu as trouvé ça, sa boutique. Et là, ça te permet de stuffer ton catalogue, de faire des bundles. Donc, de faire ce sont finalement les offres qui se vendent le mieux, les packs. Un pack complet pour faire tes ongles, je sais rien, je dis n'importe quoi, tu vois. Du même fournisseur, tout est expédié en même temps. Voilà. Voilà. D'accord. Donc Stellar Pulse, c'est vraiment une bombe pour ça. Et ça suit les trends, ça suit au jour le jour, le catalogue est mis à jour. Un des meilleurs outils, franchement, et il est très fiable et il est développé par des équipes au top, des e-commerçants, quoi. Qui savent ce qu'ils veulent et ce dont on a besoin. Ouais, Ok, donc une fois que tu as trouvé tes produits, après tu mets en route selon un process que tu as t'as dû expérimenter exactement. au fur et à mesure du temps et tu déroules le tapis quoi. Exactement. Exactement. Ok. On va parler print on demand, parce qu'après le Ouais, dropshipping, alors on est toujours avec le si. dropshipping est mort, c'est marrant, genre j'aime bien moi cette formulation parce que le dropshipping tel qu'on l'entend, livraison AliExpress, je fais les choses à l'arrache, est mort, mais les vraies techniques de e-commerce seront jamais mortes hein, de toute façon. Le private labeling et toute la création de marque, ça sera toujours ça. Mais Ouais. je sais que tu as commencé à t'intéresser au POD, Ouais. tu as commencé à gratter. Qu'est-ce que t'en Ouais. penses? Un petit peu. Est-ce que tu vois de l'avenir? Qu'est-ce qui est intéressant à faire? Quels sont tes conseils? Alors, moi, je trouve ça cool parce que c'est une partie créative. Bon, il y a toujours le dropshipper de base qui va aller chercher le design qui fonctionne, qui va à peu près le recopier et qui va le lancer. Bon, moi, je suis pas du tout comme ça. Je suis plutôt dans une démarche créative, à comprendre, à mixer des mondes. Donc, c'est un jeu très amusant que je couple au dropshipping, pour le coup. Pour les petits cadeaux, pour ce genre de choses. Et en tant que brokeuse de shop, surtout ça, c'est ce point de vue-là, c'est que c'est des boutiques qui ont énormément de valeur parce qu'il y a ce côté qui différent, il y a ce côté création de marque qui donne beaucoup de valeur et enfin, je peux pas dire que c'est l'avenir parce que c'est déjà le présent et que c'était déjà le passé, tu vois, ça a déjà extrêmement bien fonctionné. Il faut juste bien savoir le manier. On en parlait tout à l'heure en off, il y a des choses qui fonctionnent pas, enfin, plus très bien, du genre des choses ultra, des prints ultra généraux et des choses qui fonctionnent extrêmement bien quand tu sais bien cibler, quand tu... donc, ça c'est d'ailleurs plus ta partie, j'ai envie de te dire. Mais moi, je mets les pieds dedans.
Je teste les fournisseurs, je regarde ceux qui sont réactifs au SAV, j'en ai repéré quelques-uns, je suis pas contente, ils répondent pas à mes messages quand je galère. Et en fait, c'est une synergie. Moi, je pense que l'e-commerce, le vrai e-commerce, c'est la croisée des mondes entre une gestion de ta logistique maligne, qui est le dropshipping, peu importe où tu te fournis, avec des choses personnalisées, personnalisables, et de la vente d'infoproduits, du PDF, du coaching, enfin bref, du service. Tu peux le faire sur quasiment tout, en fait. Et c'est une synergie vraiment sympa. Et en plus, le plus du print on demand, c'est que, en tout cas pour le public français, c'est qu'il y a des vrais acteurs qui s'intéressent vraiment à ce levier de croissance. Et on a des fournisseurs au top qui sont là sur le territoire pour livrer extrêmement rapidement les clients. Avec des matériaux de qualité, des impressions de qualité. Tu disais, toi, récemment, avec de l'encre bio chez Dropship Print. Et tout ça, ça parle aux gens, ça parle même aux dropshippers qui dropent depuis la Chine, tu vois, qui font des trucs pas très écolos. Là, soudainement, on a l'impression de rentrer dans un business plus propre. Et moi qui suis une créative à la base, ça me passionne de pouvoir justement mettre cette patte créative et d'arriver à vendre. Un truc que j'ai fait moi, tu vois. Ouais, c'est quand même beaucoup plus simple de créer un visuel, on va dire, et de l'implémenter sur un textile ou sur un objet, que d'aller créer un produit complet, genre j'en sais rien, une balance connectée, tu vois. Ah ouais, non, mais c'est clair. Surtout que le design, ça outsource ultra facilement. Tu vas trouver un mec sur Behance, tu passes un deal avec lui, par exemple. Toi, tu utilises par exemple des banques d'images, mais tu passes un deal avec lui et tu lui demandes de pomper 5 designs par jour. Tu vois, tu as un deal avec lui, 5 designs par jour, boum, 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 sur telle thématique. Là, ça va être Halloween. Il me faut une collection de, je sais pas moi, 50 designs. Et puis, tu fais tes tests après derrière. Si tu as déjà une base clientèle sur ta mailing list, sinon un petit peu de pub, voir un petit peu d'influenceurs, voir quel t-shirt l'influenceur va choisir. C'est des trucs assez marrants. D'ailleurs, moi, j'ai pas beaucoup de succès en print on demand avec la pub. Par contre, avec les petits influenceurs, ça marche bien, tu vois. Ça marche bien. Et surtout, je leur impose pas de modèle, c'est eux qui vont choisir sur la boutique. Et du coup, c'est ça qui est top, en fait. C'est pas moi qui essaie de leur enfoncer un produit dans la gorge. C'est eux qui viennent choisir, qui ont cette démarche, qui disent « Ok, moi, je veux celui-là et je pense que ça va plaire à ma communauté » et qui le promeuvent. Donc, je trouve ça plutôt cool. D'accord, bon, parfait. On parlait tout à l'heure de la production, là, le volume de prod. C'est pas des presses, genre c'est pas des mecs dans un sous-sol là, qui pressent un t-shirt toutes les 20 minutes, quoi. La prod, t'avais peur de mettre la misère, mais je sais pas, c'est une usine, c'est 8-10 bécanes, une bécane c'est 700 000 €, ça doit faire 400 t-shirts ou 300 t-shirts à l'heure, tu vois, un truc comme ça. Bon. Bien énervé, donc tu peux envoyer la mort en trafic, tu peux envoyer le volume. Un vrai fournisseur, il va pas flancher parce que tu lui envoies 100 commandes jour, tu vois. Donc ça, c'est... À Noël, je souhaite à tout le monde de faire plus que 100 commandes par jour, tu vois, parce que là, quand tu as un design qui fonctionne très très bien, ça veut dire que beaucoup de designs fonctionnent à ce niveau-là comme ça, mais effectivement, ne pas te retrouver à la merci des transporteurs internationaux, parce que là, c'est la poste, tu vois, donc c'est livré de France, depuis la France en France, c'est juste génial, tu sues un petit peu moins que quand tu dropship de Chine pour Noël, quoi, là... même de l'Europe, hein, si tu vas fouiller en Pologne, en Roumanie, t'as de l'impression qui vient de là-haut, tu passes quand même par un bout qui est pas à la poste juste avant, ton client il a quand même un espèce de suivi un peu, des fois il n'y a pas de suivi, de numéro de suivi, des fois il y a un suivi, tu tombes sur un site un peu, toi comme quand tu vas suivre les e-paquets, quoi, le site inspire pas confiance, ce site de suivi, tu te dis attends je vais jamais recevoir mon colis, c'est pas possible. Que là, ouais, après nous on a trouvé des combines, mais ouais. Forcément il y a des combines entre deux pour truquer le truc et montrer aux clients que non mais t'es sur le site de Colissimo, t'es sur le site de la Poste, c'est quand même vachement serein, quoi. Bah tout à fait, on est tout à fait d'accord et ils sont relativement fiables, même s'il y a plein de dropshippers qui sont pas contents, ils sont quand même relativement fiables. Donc, on a un gros problème dans notre domaine, c'est que si tu nous donnes un fichier de daube, on te fera une impression de daube. Voilà, ça là-dessus on peut pas y couper. Et j'avoue que c'est pas, même si t'es créa, c'est pas donné à tout le monde de faire un design qui correspond, tu vois, à 150 DPI, à la bonne taille ou autre. Et il y a beaucoup de gens qui se lancent et qui pensent que
bah ça va être, si je prends une image sur Google, je la colle, c'est bon, j'ai mon visuel quoi. Donc il y a quand même un N'importe peu de quoi. recherche là-dessus quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Alors là, franchement, tu vois, je savais même pas qu'il y avait des débutants qui faisaient ça, parce que moi, je serais complètement scandalisée Ah par ça. si, c'est moi qui réponds au SAV, donc je peux te dire que c'est pour ça que je parlais des encres bio sur Facebook et je parlais de ces influenceurs là qui, à un moment donné, ils vont te faire la promo de la Pologne, puis juste après, d'un coup, ils sont devenus bio, écolo, tout va bien, tu vois, parce que il y a de la file derrière et qu'un mec les a contactés, a craché un peu d'affile plus qu'un autre. Bah moi, pourquoi on parle pas beaucoup de dropshipping? C'est parce qu'aujourd'hui, on a une affile qui est pas énorme. Mais si je veux des prix bas pour mes clients, je peux pas refiler la moitié de ma marge à des influenceurs. Donc si je Mais redonne du pognon à des influenceurs, faut que je vende plus cher. Moi, est-ce dans que, mon est-ce que modèle, je ça t'ai, est-ce que je m'intéresse t'ai pas. pris de la fille quand j'ai fait de la pub pour toi? Tu vois? Non, Zéro, c'est parce que zéro. zéro, qu'on le dise, zéro. J'ai Voilà. pris zéro. Alors tu me l'as proposé, tu m'as créé le lien et tout, et j'ai dit zéro parce que tu sais quoi? Ben vous bossez bien, vous méritez. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? On peut pousser, si on peut pousser comme ça. Moi, je sais que je suis une espèce d'influenceur dans la sphère e-commerce. Même moi, j'arrive pas des fois à comprendre pourquoi, mais c'est cool. Et ben, je pousse pas toujours des trucs avec la fille. Et quand je le fais, en plus, c'est écrit, je le cache même pas, tu vois. Donc, bah ouais, c'est de l'affiliation et je me suis pas beaucoup affiliée, quoi. J'ai très peu d'affiliation. Je t'ai poussé Ouais. toi. J'ai poussé Seller Pulse parce que franchement, c'est de la bombe. J'ai poussé InstaCheck qui est en train de se faire repimper, qui est beaucoup plus économique qu'un Hype Auditor, par exemple, pour la recherche des influenceurs. Donc, moi, je pousse que les trucs auxquels je crois et parfois, je prends pas d'affil. C'est comme ça, c'est la vie. Ouais, C'est mais la ça vie. fait toute la différence, c'est que tu pousses un truc que tu as testé, que tu aimes bien, où tu es sûr que tu as, de la qualité derrière. Et voilà quoi. Après, bon, c'est le jeu si tu veux des influenceurs, des affiliés et des Rémus. On va pas là-dessus, j'ai rien contre, mais voilà, l'idée c'est de pousser des trucs quand même qui, c'est pas te ridiculiser au niveau de ton audience, et c'est d'avoir, voilà, mais comme les encres bio, hein, c'est un domaine dans lequel, parce que nous on touche quand même à un domaine industriel si tu veux. Et les fabricants d'encre, les fournisseurs d'encre sont obligés d'avoir tapé dans le bio. Même si c'est pas marqué bio, même si le fait de marquer encre bio n'a plus aucun sens maintenant dans l'impression. Donc même tu vois Stan Estella qui est un fabricant de textiles qui fait énormément quasiment que dans le bio. Sols, qui est son principal concurrent, commence à faire du bio, mais faisait déjà du bio avant sans le dire. Donc il y a aussi une question de marketing autour de ce bio. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça, moi, dire est-ce que vous faites du bio, ça a plus de sens, parce que même un packaging en plastique est bio maintenant. Il commence à être bio avec du plastique recyclé, avec des choses recyclées, parce que les fabricants sont eux-mêmes obligés, de toute façon, d'évoluer Bah, tu vois, moi, c'est avec une leur partie que temps. je trouve vraiment cool et good karma, en fait, par rapport au dropshipping pur et dur de Chine. Voilà, c'est la partie good karma et je trouve ça vraiment, je trouve ça formidable. C'est tant mieux que l'industrie évolue en ce sens. Euh, Moi, tu sais que je suis toujours en demande de nouveaux modèles, de trucs un peu Hmm. bizarres et tout. Ça aussi, tu nous as taclé, mais tu as raison. Hein. En même temps, vous avez des process industriels qui garantissent. Ouais, je parlais même pas dans mon petit commentaire de dire c'était plutôt le côté croyance limitante. Parce que Ouais, là, en fait, nous, on sort, on sort. On a une partie de notre clients qui sont vraiment des débutants, mais dans le e-commerce. On n'est même pas en train de parler de POD, on parle de e-com. Donc j'ai des ouais. gens qui me posent des questions, des fois, vraiment débutants e-commerce, tu vois. Alors on peut y répondre, des fois on peut pas y répondre. Après, faut voir quelle est notre limite de formation gratuite et de modèle payant. Je vais te proposer une formation ou trouver quelqu'un pour te former. Mais c'était le côté se dire ouais, mais attends, il n'y a pas le t-shirt à manches brodées, je peux pas me lancer. Alors qu'en N'importe fait, ça quoi. va Bah, lance autre représenter chose. 1% des ventes. Lance. Oui, non, mais si tu veux, c'est une partie de la mentalité de dire ouais, mais vous faites pas de chaussettes, je peux pas me lancer. C'est pas en fait de choisir un fournisseur A ou B, c'est de se mettre une croyance de dire si je vends pas de chaussettes, je vais pas y arriver. Le t-shirt c'est 80% des ventes, le sweat ça doit être 20% des ventes. Ces produits-là représentent avec un débardeur, c'est réglé. Tu peux vendre, tu peux te lancer. Tu sais, c'est comme l'entrepreneur qui dit j'ai pas ma carte de visite, je peux pas les démarcher. Alors qu'en fait c'est qu'un bout de carton. Prends les cartes des autres et t'enverras un mail. J'ai commencé Mais à vendre des sites à plus de 10 000 € sans site internet. voilà, donc voilà. C'est Voilà. Donc c'est j'ai envie de te typiquement dire, le truc qui est pas une barrière. Donc en fait, où je taclais les gens, c'est plutôt de ça, c'est plutôt les débutants en e-commerce qui se mettent des barrières. Alors qu'en fait, bah vas-y, si moi j'avais attendu d'avoir un outil parfait, on serait lancé dans 4 ans, tu vois. Donc ouais, bah, le faut y perfectionnisme, aller. c'est une sacrée maladie. Hein. Moi-même, hein, j'en suis toujours victime. Hein. Donc, et tu as complètement C'est bien raison. d'en avoir un peu et d'être au fait, si tu veux, de savoir. Et il y a un moment donné, faut se lancer, quoi, avant de.
fais au moins quelque chose, tu auras plus de chances de vente, on te critiquera, on te dira qu'il manque ça, qu'il manque ceci, c'est pas grave, tu répondras, mais au moins tu as un produit vendable, quoi. Et tu te lances en fait. Et c'est un truc qui manque vraiment à beaucoup de débutants, c'est lancez-vous, tu verras après, tu vas apprendre sur le tas, mais si déjà tu lances rien, tu peux pas avoir de retour client, tu peux pas avoir d'idées, tu peux pas avoir de stats, tu peux pas avoir de chiffres, et tu restes dans la procrastination de il va falloir ça pour me lancer. Ouais, exactement. T'as mis le doigt sur un truc. Moi, je Là, je reconnais me pas, rappelle. hein. Des gens qui suivent Oui, les groupes Facebook, je les vois depuis 2 ans. ouais, voilà. Depuis 2 ans. Et il faut qu'ils sachent tout sur tout sur Instagram, tout sur la pub Facebook, tout. Et après, en fait, ils sont perdus, ils savent pas par où aller, ils savent pas C'est quoi ça, faire. c'est ça. Mais du coup, t'as lancé ton shop ou pas? Bah non, j'attends de tout comprendre de Google. Mais Non, non, ça, ça fait 10 ans non. que je dois faire du SEO, j'ai encore pas tout compris de Google, donc si tu veux, s'il faut que j'attende ça pour lancer un shop. Mais c'est exactement ça. J'ai besoin que mon cas. Mais non, j'ai pas assez de produits sur ma boutique. Les mecs, il y a des mecs qui lancent juste des tunnels avec un produit. Enfin, à un moment donné, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et en plus, pour les gens qui font de la pub via influenceur ou Facebook Ads, il y a quasiment très peu de visites sur autre chose que la page produit. Sur d'autres pages que la page produit. Donc, arrêtez de flipper pour n'importe quoi. Moi, j'ai un de mes meilleurs potes, il a lancé un shop. La première journée, il a fait un chiffre d'affaires, mais bon, je suis jalouse. Le mec, il lance, il fait 4000 directs. Et j'ai été voir sa home et j'ai rigolé. Je lui ai dit, tu te fous de ma gueule. Son site n'était même pas fini, mais la page produit était nickel. Donc, tu vois, ça n'empêche pas de les vendre. Bon, par contre, après, quand les mecs ils reviennent sur le site pour essayer de traquer et qu'ils voient que c'est pas fini, là, tu as des gros problèmes de SAV. Donc, faut quand même pas déconner. Je suis pas en train de dire qu'il faut faire ça, mais ça n'a pas empêché les ventes. Donc, juste, sortez-vous les doigts du slip. Et voilà, faut se lancer, c'est tout. Voilà, le message. Sortez-vous les doigts du slip. Non, non, mais ça faisait du bien de le rappeler parce que j'ai tellement de questions, de trucs. C'est bien de se poser des questions, hein, je dis pas, mais au moment, faut y aller. Ouais, bah après, tu sais, nous on fait souvent des blagues sur les coachs et tout, parce que c'est comme ça, c'est le web, on aime bien se taquiner les uns les autres, mais des fois, ces gens-là, j'ai envie de leur dire, d'abord, prends un coach, et comme ça, il te dira, lance-toi, et quand le coach t'aura dit, le coach que tu auras payé des milliers et des cents t'aura dit, lance-toi, tu vas le faire, parce que là, si c'est juste quelqu'un qui regarde sur YouTube qui te dit lance, généralement, les gens, enfin, bref. Mais il y a une typologie de gens, et c'est pas une critique, qui ont besoin d'un coup de pied au cul, hein. Tout simplement, qu'on leur tape le poing sur la table en disant vas-y, là t'appuies sur le bouton, lance, c'est bon, c'est prêt, hop. Exact. Et Exact. puis après, il y a le côté manque de confiance en soi, j'ai peur de me faire ceci, cela. Donc ouais, on sera toujours critiqué de toute façon, donc autant se lancer et puis on sera critiqué quand même, c'est pas grave. Ouais, voilà, c'est pas C'est grave, la vie. ça changera notre vie, hein, au final, je vais te dire. Est-ce que pour ceux qui nous écoutent, tu proposes toi des formations, où tu fais du coaching, où tu t'aides des gens? Non, enfin moi j'aide les girls de mon groupe e-commerce, qui est un Allez, groupe. parle-en un peu, on n'en a pas parlé. Ouais, c'est vrai. J'anime un groupe Facebook de 1200 femmes qui sont entrepreneurs dans l'e-commerce. Au sein de ce groupe, il y a des vraies killeuses, hein, des nanas, mais elles m'explosent, hein. Elles veulent pas faire de conférences, c'est pas de ma faute, elles devraient y aller. Des killeuses sur Amazon, FBA, en dropshipping. Il y a des créatrices de marques. C'est multiplateforme. Et c'est un espace pour nous, c'est un espace serein, c'est pas un truc anti-mec, c'est juste un truc pour meufs où on se sent moins jugé. Je sais pas, on a plus peur quand on est sur la place publique et qu'il y a des mecs qui nous regardent, on se dit ah putain, ils vont penser qu'on est conne. Non, je rigole, c'est pas vrai. Mais c'est un petit peu l'état d'esprit. Et puis on peut dire aussi qu'on peut parler de notre morale, on se fera pas chambrer, c'est plutôt beaucoup d'entraide. Et on fait intervenir de temps en temps des pointures dans leur domaine pour nous enseigner des choses de manière complètement gratuite. Les mecs viennent, ils nous apprennent une pure technique SEO, ils nous apprennent une pure technique Google Ads, ils nous apprennent une pure technique sur Facebook, comment placer un produit, comment configurer un proxy sur Jarvis, des trucs cons comme ça, mais dont on a besoin parce que des fois on ne sait pas où chercher, ou des fois les filles, on a besoin d'être structuré dans notre avancement pour construire la boutique. Donc voilà. Abdel de Seller Pulse s'est passé, toi tu es passé dans le groupe aussi pour présenter justement ta technologie et c'est ça quoi, beaucoup d'entraide. Elles sont sûres qu'il y aura quelqu'un pour leur tendre la main, tu vois. Ah, c'est une belle Contre, communauté que tu as. pas de coaching, j'en ai fait, moi je sais que je suis pas faite pour ça et j'aime pas ça. Ça m'arrive de faire des missions consulting vraiment surtout sur la valorisation. Et puis mais même ça, je suis pas
Je suis pas fan, moi je suis là pour vendre des shops et je suis là pour faire mes shops. Tu vois, moi le délire de travailler en slip, malgré ce que j'ai dit au début, ça me va très Tu bien. travailles en maillot de bain sur la plage des fois, ça te va bien. Ouais, exactement, exactement, ça me va très bien. J'ai pas besoin de tout l'armada et tout, ça me va très bien. Donc non, pas de coaching, je ne fais pas de formation non plus. Je laisse ça au bon, au vrai. Moi, je vends des shops, je fais mon petit tambouille sur les shops et je vais apprendre auprès de plus doués que moi. Et c'est comme ça que j'avance, quoi. Tu es sur le marché américain en ce moment, je crois, tu te formes plutôt à Je me forme. l'étranger que... Ouais, je me forme. Alors ça dépend parce que par exemple dans le SEO, moi de ce que je comprends, c'est que les meilleurs sont en France, en Corée du Sud et Russie, Inde. Enfin finalement, ça se situe dans cette zone-là, tu vois. Plus les petits Français qui tirent leur épingle du jeu. Donc j'apprends énormément auprès des Français. C'est même l'une des rares disciplines où j'apprends énormément auprès des Français. Et après pour tout le reste, Google Ads, je peux pas te dire que je suis une vraie experte. Hein. Je touche un petit peu, mais vite fait. Donc ça c'est les copains qui m'apprennent. Et après, au niveau du marketing en soi, ouais, US, ils sont très balèzes. Et technique après de négociation fournisseurs, plutôt du côté des Chinois, de Singap. Et après, quand j'aime explorer les trucs un peu dark, un peu plus Black Hat, Black Hat, ouais. Black Hat, là, alors là, tu vas voir au niveau des Indiens, des Maghrébins, ils sont hyper balèzes. Les Russes, vraiment, tu veux faire du Google Trad, mais bon, ça, c'est pas trop mon délire. Mais voilà, ça, c'est quand j'ai envie d'explorer un petit peu. Pas de dire que je suis une challenge non plus, mais j'aime bien, je suis curieuse. Parce que Gratter un petit peu, ouais. Okay. ouais. Donc pas de coaching, mais par contre, il y a un truc que tu fais, c'est des conférences. Eh oui, c'est vrai. C'est Et vrai que j'ai ouais, fait des notamment, conférences. on t'a vu à Lyon, t'as vu passer l'année dernière à Orléans, et là tu reviens au SO by Night le 7 novembre à Ouais. Orléans avec Abdel. Et oui, tout à fait. Merci beaucoup de m'inviter d'ailleurs. Bah, j'ai voulu faire une conf explosive, je me suis dit Isa plus Abdel, ça peut faire un truc de fou. Et surtout qu'on a envie de vous parler d'une étude de cas print on demand, plus dropshipping, plus infoproduit. Donc voilà, on vous prépare ça pour le novembre. J'espère que j'ai pas dit une bêtise, hein, on en parle juste en off avec Abdel sur ce dont on va vous parler, mais ça peut être que du lourd parce qu'on parle de choses qu'on fait concrètement, nous, et qui fonctionnent pour nous. Voilà. Et j'ai mis un petit nom de votre conférence, un peu clic à pute. J'ai mis dropshipping est mort. Le dropshipping est mort, vive le e-commerce de marque, un truc comme ça. Et... Mais moi, j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent, le dropshipping est vraiment mort. Arrêtez ça, ne commencez pas. Laissez-nous tout l'espace publicitaire, ça va nous coûter moins cher. Ayez surtout peur de faire des pubs, de monter votre shop, pas de problème. Pas de problème, ça nous facilite la vie. Mais après, si vraiment vous voulez vivre du web, sortez-vous et toi, c'est tout. Venez m'acheter un shop ou venez vous former en conférence avec des techniques de pointe. Moi, j'ai appris des trucs l'année dernière à Orléans. Je me suis retrouvée à la conférence, je me suis dit, what the fuck? Mais qu'est-ce que c'est que cette technique de ouf, malade? Moi, je sortais d'une autre sphère. Hein. J'appuyais sur un bouton, je lançais ma pub en conversion achat, fenêtre de conversion un jour, etc. Et je tombe sur ça et je me dis, ah ouais, en fait, je connais rien au web. Mais c'est ça qui était assez drôle, c'est que toi, tu as délivré énormément de valeur déjà dans la partie e-com. Tu as vu énormément de choses sur la partie SEO, mais dans chaque secteur, il y a des techniques de dingue, il y a des mecs calés vraiment sur une spécificité, quoi. Donc arriver à faire de l'e-commerce, c'est arriver à les toucher à toutes ces parties-là et s'entourer des meilleurs, quoi. Exactement. Et là, je crois qu'au niveau de l'affiche, je parle pas d'Abdel et moi, en tout cas, Abdel, c'est un killer, c'est clair, mais tu nous as sorti une affiche pour Orléans, là. Ouf, The Place to Be. C'est pas pour Qui me aurait vanter, cru mais qu'un jour, j'aurais dit que Orléans serait The Place to Be, quoi. Me faire venir jusqu'à Orléans. C'est une mission, hein. C'est une mission. Ah bah depuis Barcelone, ouais, c'est une mission, ouais. Ouais, complètement. Orléans-Paris, Paris-Austerlitz, train aux Aubrais, terminus. C'est la galère, ouais. Et c'est pour la bonne cause. Oui, voilà, c'est pour tes lunettes. Non, franchement, c'est sérieux de venir. C'est sympa, pardon, de venir. Il y a du très très lourd dans les conférenciers. Et puis j'ai ouvert plus que le SEO. On va parler d'e-commerce, on va parler de POD, dropshipping. On va vraiment ouvrir à tout plus que la partie SEO, quoi. Ouais, voilà. SEO c'est bien, mais il y a Nico qui va nous parler de monétisation, d'affiliation,
Walid qui arrive avec des techniques de netlinking qui sortent de l'espace encore. Et on peut appliquer tout ça à un e-commerce, quoi, à n'importe quel site. Ah oui, c'est clair, ouais, bien sûr. Une synergie, quoi. Donc, Ouais. complètement. Okay. Franchement, Je mettrai le lien en bas de la vidéo, je mettrai le lien vers ton site aussi si les gens veulent te contacter. Ouais. Et ben ouais, avec grand plaisir. Venez me voir si vous avez une requête précise, un type de shop précis, il faut chercher ça. Ou alors, si vous ne savez pas trop quoi acheter, je vous propose mon catalogue. Ou alors, si vous avez un bon site, j'ai des critères de sélection, je ne prends pas tout, ni n'importe qui d'ailleurs, mais je ferai de mon mieux pour vous satisfaire. Et voilà, et en plus, je ne mords pas, je suis plutôt gentille. Oui, t'as pas l'air méchante. Bon, bah, t'as un petit mot de la fin, t'as quelque chose que tu voulais passer comme message? Ça fait, je crois, bientôt plus d'1 heure qu'on est ensemble. Moi, je m'ennuie pas, mais... Non, le message, c'est que l'e-commerce, en tout cas le business sur le web, ça peut vraiment changer une vie. Si vous décidez de vous y mettre d'une façon ou d'une autre, vous pouvez le faire d'une façon ultra sérieuse et pas forcément faire du dropshipping AliExpress, mais faire du print on demand qui est une forme de dropshipping. Vous pouvez faire vivre que d'affiliation en le faisant intelligemment. Vous pouvez racheter des choses qui existent déjà, des process qui ont déjà été mis en place et juste les faire grossir, vous faire accompagner pour les faire grossir. Il existe tellement maintenant d'experts et de gens très très qualifiés, très doués pour vous aider à accomplir ça, qu'en fait il n'y a plus aucune excuse à part sa peur, quoi. Donc, voilà, n'hésitez pas. Bah, c'est cool. Merci pour tout, Isa. Bah, merci à toi, Elliot. Je mets tous les liens encore en dessous de la vidéo et puis ton profil Facebook, Twitter, machin, on saura où te retrouver et où venir poser tes questions. Ouais. Allez, ciao, à plus. À très bientôt. Ciao tout le monde.